Alors, je me trouve actuellement ici à la maison Sir-Étienne de Pascal Taché, où se tient cette belle exposition de... La grande époque d'A. Bélanger Limité. Ça fait 3 fois qu'il me le dit, puis bon, c'est la grande époque que j'oubliais. On ne peut pas oublier A. Bélanger Limité parce que ça a été un fleuron pendant près de 100 ans à Montmagny. On a cette belle exposition, on a la chance d'avoir cette belle exposition-là à la maison Sir-Étienne de Pascal Taché. Je suis avec Kim Gingras, et Kim est guide en chef. Exactement, oui. Et surtout, ce que je retiens, il est tout jeune, il est historien. En effet aussi, oui. Hey, tout jeune pour être historien? Mais oui, il faut commencer tôt. Quand on a une passion qui nous habite, c'est facile de développer son intérêt et de poursuivre dans un travail qu'on aime, comme ici à la maison Sir-Étienne de Pascal Taché. OK. Comment on devient historien? Parce que, quand même jeune, à 26 ans. Comment on devient historien? Principalement avec les études. Baccalauréat en histoire, c'est vraiment la base pour devenir historien. Plus on fait des études avancées, plus on se spécialise dans une branche ou autre de l'histoire pour être un historien qu'on appelle patenté. Donc, il y a plusieurs éléments, des publications à son actif et autres. Et là, tu me disais que tu es en train de faire ta maîtrise. En fait, je l'ai arrêté justement à cause que j'avais trop de contrôle. Donc, c'est une bonne nouvelle à ce moment-ci. C'est le fun d'entendre. Exactement, parce que c'est assez rare au niveau des historiens d'avoir trop de contrôle, ce qui est un peu le cas actuellement. Donc, ça nous amène à toucher à plein de choses, notamment ici, comme réaliser une exposition qui porte sur quelque chose que j'aurais jamais envisagé il y a environ une dizaine d'années, sur la fonderie. Donc, sur le métier de fondeur et les objets qui ont été réalisés par l'entreprise A. Bélanger Limité. Bon, Kim, il y a une exposition qui est là depuis le 10 juin dernier. C'est à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. C'est beau. Mais pourquoi ça a pris tant de temps? En fait, je vous dirais que ça a été un peu un espèce de processus quand même assez long, notamment au niveau de l'installation, parce qu'en fait, ici, on est dans une maison patrimoniale. Donc, pour pouvoir accrocher des objets de manière un petit peu plus muséologique, j'entends par là un petit peu plus agréable que simplement déposer, notamment sur des socles ou autres, ça prend une installation un petit peu plus spéciale. Ça prend, par exemple, des choses qu'on peut s'accrocher à l'intérieur des murs ou autres, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. En fait, comme je mentionnais, une maison patrimoniale de ce type, construite au début du 19e siècle, vers 1825 environ, on ne peut pas toucher au mur, on ne peut pas arriver notamment puis installer une tablette quelque part, un socle vissant dans un mur, une tablette flottante Donc, ou autre. Explique-moi pourquoi. Parce que là, tout ça, ce sont des panneaux, c'est vissé après le plafond. Ça ne touche pas du tout au mur. Il ne faut pas toucher au mur. Pourquoi? Exactement. Parce qu'en fait, on a certains enduits qui datent de l'époque de Sir-Étienne Pascal Taché. Juste derrière moi, ici, il y a un bout de tapisserie qui daterait de 1825-26 parce qu'on est actuellement dans la chambre à coucher principale de la maison, donc la chambre des maîtres. Les autres murs aussi, on a du crépi, une espèce de plâtre assez fin qu'on a restauré dans les années 90 pour remettre la maison comme elle était au vivant de Sir-Étienne Pascal Taché. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas visser un peu n'importe où pour défaire en fait la restauration qui a été accomplie pour préserver les murs d'origine. En fait, la maison est classée au niveau provincial et fédéral comme lieu historique national. C'est pour ça qu'il y a certaines règles qui viennent englober la maison, dont celle-ci. Tout ce qui doit être fait à l'intérieur de la résidence doit être complètement révocable, notamment la présence des murs. Par exemple, on arrive demain matin, on veut retirer toute l'exposition, ça va prendre une couple de jours, c'est certain, mais on peut enlever justement tous les faux murs, on va retrouver les enduits d'origine qui étaient pratiquement intacts pendant les emplacements. Et qu'est-ce qui obligerait à procéder ainsi? Pour l'instant, je dirais une cause majeure, par exemple, notamment, ou par exemple, je dis ça un petit peu n'importe quoi, par exemple, le ministère décide que c'est pas correct d'avoir une exposition comme ça, ou bon, ben là, il faudrait peut-être venir intervenir à ce moment-là, mais la plupart du temps, c'est assez compréhensible, étant donné que là, c'est complètement révocable, c'est pas comme si on avait mis ça directement sur les murs. Si on a un dégât d'eau ou autre, par exemple, c'est facilement retirable, donc on peut accéder rapidement aux murs d'origine aussi. Kim, si on revient à cette exposition de Bélanger, ça a pris du temps, parce que ça fait depuis 2004 que l'usine est fermée? Ça fait depuis 2005 que l'usine est fermée. Bon, l'annonce s'est faite en 2004, je crois. C'est possible, c'est possible. Je ne connais pas les détails exacts. Pourquoi ça a pris autant de temps et que là, maintenant, on peut présenter ça? Est-ce qu'il y avait de chercher des articles, des outils, parce qu'on a vu, il y a des outils que vous avez trouvés, puis il y a le beau poêle Bélanger de Mme Allary, là. Comment ça se passe de monter une exposition? Parce que c'est quand même 100 ans d'histoire.
Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on s'est concentré pour l'exposition ici, comme le titre le révèle, la grande époque de A. Bélanger Limité, c'est qu'on s'est concentré grosso modo des années 1890 jusqu'en 1950, alors que l'usine de la fonderie est à son summum. C'est là qu'on connaît les meilleurs outils, les meilleurs développements et bien sûr les fameux poêles Bélanger qui sont le nec plus ultra du système de chauffage de la première moitié du 20e siècle. Donc on s'est concentré là-dessus. Comment on réalise une exposition? C'est d'abord qu'on fait des recherches, notamment en archives, dans des monographies également, des livres ou d'autres expositions, par exemple, qui avaient déjà été réalisées sur le sujet. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient créer un scénario d'exposition. Donc, on vient créer une ligne conductrice d'exposition. Nous, ce qu'on a voulu faire ici, c'est de mentionner que Bélanger ne fait pas uniquement que des poêles, car bien sûr, pratiquement tout le monde sait que le fameux slogan soupiré par Armand Plouffe, « Ah, mon beau poêle Bélanger », c'était les poêles, bien sûr, de Bélanger, mais ils vont fabriquer beaucoup d'autres objets. Ils vont fabriquer notamment une énorme quantité de charrues fort différentes pour les cultivateurs de la région et même des maritimes ou autres, parce que les produits Bélanger vont être exportés un peu partout au Canada. On va réaliser également des menus objets, des taquets de clôture, donc pour faire tenir les clôtures, des dessus de poteaux, des galeries décoratives notamment, qu'on peut encore voir sur le fameux château canadien, donc en face de l'usine, de l'ancienne usine de Bélanger. Donc on a voulu vraiment mettre l'accent sur ces objets pour montrer toute la connaissance et l'étendue du savoir des fondeurs. On a voulu également parler de certaines pièces historiques aussi. On en fait, grâce au poêle à bois blé, ils nous ont restauré un poêle royal d'une magnifique facture qu'on peut bien sûr voir dans l'exposition, qui est la pièce majeure de celle-ci, parce que c'est le plus beau et le meilleur poêle que Bélanger aura réalisé. On a trouvé d'autres outils, notamment parce qu'on a trouvé un coffre, justement, quelque chose d'assez précieux, un coffre de quelqu'un qui réalisait des moules, justement, pour la fonderie Bélanger, qui appartenait à M. Ernest Marois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est comment que les moules étaient réalisés. On a une surface en bois, une espèce de bac, si on peut l'appeler ainsi. On met du sable et on vient créer des négatifs de ceci. Donc, il faut sculpter les pièces de bois qui vont servir à faire ces négatifs. Et ce que M. Marois faisait pour la compagnie Bélanger au début du siècle dernier. Donc, on a retrouvé ce coffre qu'on vient exposer dans la maison aussi. On parle notamment de plus des personnes qui vont travailler chez Bélanger. En fait, on parle bien sûr un petit peu de la biographie de Amable Bélanger, le fondateur, mais on parle aussi de M. Philippe Béchard, qui est un peu plus l'homme d'affaires. C'est lui qui va faire en sorte que dans les années 1920 jusqu'en 1940, l'usine va produire beaucoup plus de matériel, va commencer à avoir des succursales un petit peu partout au Québec et au Canada notamment, pour pouvoir vendre des meubles, mais aussi des produits qui sont réalisés par Bélanger, dont les poêles et autres. Donc, c'est un peu cette histoire-là qu'on voulait raconter. Ah oui, puis on apprend des choses. Moi, c'est que M. Bélanger a commencé, son fils qui est arrivé, son fils est décédé. Tout à fait. M. Béchard embarque et exactement. Là, donne une autre dimension de l'entreprise. Probablement que beaucoup de gens ne savaient pas. Philippe Béchard, on se souvient là, parce qu'on a entendu souvent son nom, mais moi, c'est justement à l'ouverture que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas de l'histoire de A. Bélanger Limité. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens non plus qui ne se doutent pas que dans les années 1940, à fait dès 1942, Bélanger, on sait que c'est la Deuxième Guerre mondiale, va réorienter sa production pour fabriquer notamment des grenades sous-marines pour justement fournir en munitions le gouvernement canadien qui va lutter contre les sous-marins allemands, notamment dans l'Atlantique. Donc, sans ce contrat, Bélanger aurait peut-être été obligé de faire des mises à pied ou aurait dû réorienter la production et ce qui aurait grandement nuit à l'économie locale. Donc, il y a des gens qui ne savent pas du tout ça, que justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une entreprise bien de chez nous, juste à côté, fabriquait des munitions qui vont être transportées de l'autre côté de l'Atlantique. Une chose intéressante aussi en ce qui concerne ça, c'est qu'on vient vraiment mettre l'accent sur ce point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que Bélanger fabriquait juste des poêles ou des petits objets un petit peu reliés, mais on voit une charrue justement ici, environ une trentaine de modèles qui sont offerts aux agriculteurs, tout dépendant aussi leurs besoins. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les catalogues de Bélanger aussi, au début du siècle dernier, vers 1920 environ, on a une reproduction aussi de celui de 1921, et Bélanger va mentionner quelle charrue il fallait choisir. Si vous avez un sol plus sec, un sol plus dense rocailleux, si vous avez un cheval, 2 chevaux, si vous voulez travailler assis debout, on vient vraiment orienter les personnes pour qu'ils achètent la bonne charrue. Et comme ils se targuent eux-mêmes d'office, ils mentionnaient que c'est les meilleurs produits disponibles sur le marché, parce que qu'est-ce qui va différencier Bélanger des autres fonderies notamment, c'est qu'ils vont développer des produits à partir de leur expertise locale. Je m'explique, la plupart des fonderies notamment vont aller chercher certains modèles américains qui sont produits, vont s'en inspirer. Bélanger, eux, vont créer leur propre modèle, comme le Royal, qui est spécifiquement conçu pour le climat de la vallée du Saint-Laurent. Donc, beaucoup plus d'humidité, le fameux vent du Nord qu'on a notamment, beaucoup de neige, beaucoup de temps froid. Donc, il est spécialement conçu pour une température comme ici. Chaque pouce carré du poêle est désigné pour maximiser une source de chauffage et pour évacuer facilement la fumée qui doit être évacuée. Donc, on voit vraiment l'expertise de Bélanger. C'est vraiment ce qu'on a voulu un peu représenter dans cette exposition. Et bien sûr, les gens vont en apprendre aussi.
Les plus jeunes, en fait, même je suis quand même assez jeune, ne connaissent pas qui est Maman Plouffe, notamment, qui est Amanda Allary. On va se regarder, on va lui laisser prendre son souffle à nous. Oui. Hein? Et on fait une petite pause. Et Parfait. justement, on parle de la mise en marché, parce que Maman Plouffe, ça a été vraiment un tournant de l'histoire. Alors, on revient dans quelques instants avec Kim Gingras, qui est guide en chef ici à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Alors, je reviens avec mon invité, Kim Gingras, qui est guide en chef ici à la maison Sir-Étienne de Pascal Taché, et aussi historien, il n'y a pas d'âge. Kim, on a parlé de Mme Allary, Tout à fait. qui oh, mon beau poil Bélanger. Et ça a donné une bonne poussée au produit, En fait, parce que les gens en parlent encore. Ça fait... Tout à fait. En fait, je vous explique. C'est que souvent, on associe la famille Plouffe à Madame Plouffe notamment et à Amanda Allary. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ça faisait partie d'une campagne publicitaire, le « Ah, mon beau poil Bélanger », c'est que Madame Allary avait été engagée par Bélanger pour représenter la compagnie, notamment dans la pub, mais elle est par exemple dans les salons d'agriculture ou autres, lorsqu'on pouvait exposer des poils ou autres objets, pour vanter les mérites du fameux, en fait, du poil Bélanger, mais également des autres produits qui étaient réalisés à la fonderie de Montmagny. On parle de l'histoire de A. Bélanger Limité, mais il y a eu des transactions, il y a eu toutes sortes d'événements qui se sont passés. Il y a eu des grèves. Là, bon, exactement, on va garder le côté positif. Il y a eu des ventes admirables, entre autres. Qu'est-ce qui est advenu? Parce que qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Qui a vendu quoi? C'est M. Béchard, à un moment donné, qui a vendu les actifs. Comment ça s'est passé? Je vous explique. C'est qu'au départ, la fonderie A. Bélanger, c'est M. Amal Bélanger qui va la créer en 1867 à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, donc ici tout près. On sait qu'au départ, il vendait des produits pour environ 1000 $. En 1872, ce qu'il fera, c'est qu'il va transférer, déménager son usine dans la ville de Montmagny pour en fait, avoir plus facilement des produits, mais pouvoir vendre aussi plus facilement parce que Montmagny, enfin, va avoir une gare. Le fameux chemin de fer va arrêter ici. Donc, c'est pour ça qu'il va rapprocher de son usine pour profiter de ses moyens de transport. Il va conserver l'usine jusqu'à ce que son fils l'ait et qu'il meure tragiquement en bas âge. Par la suite, l'usine va être rachetée par un groupe d'hommes d'affaires dont Philippe Béchard faisait partie. En 1914, il va racheter progressivement la part de ses associés pour en devenir l'unique propriétaire en 1920. Il va posséder l'usine jusqu'aux les années 1940 environ. Elle va être vendue à plusieurs reprises, notamment, va appartenir à Amiral, Whirlpool, etc. par la suite. Nous aussi, à l'exposition, on s'intéresse vraiment, je dirais, aux 75 premières années, de 1872, donc dès que l'usine arrive à Montmagny, jusqu'à 1950-60 environ. On se concentre sur l'époque de la fonderie. Avant les transactions. Tout à fait, avant les transactions majeures, quand il y a seulement deux propriétaires. Parce qu'après 1960, on ne fondera plus à Montmagny. On va changer la méthode de fabrication. On ne va plus réaliser au courant du 20e siècle, plus ça va avancer, des charrues, des poteaux de clôture, des chemins des croix de cimetière, des épitaphes ou autres. On va se concentrer vraiment vers les poêles lorsqu'un amiral va arriver. Ça va être seulement avec des poêles qui vont être réalisés et seulement à l'électricité. À la fin, vers 1940, 50, 60, les poêles vont être vont changer un petit peu. On va passer de bois à bois avec électricité, bois à charbon et bois avec du gaz notamment. On va faire une combinaison jusqu'à devenir exclusivement réalisé à partir de l'électricité. Donc c'est pour ça qu'ils sont traite vraiment du début jusqu'en 1950-1960, jusqu'à ce qu'un changement majeur dans l'usine s'opère et qu'on délaisse progressivement encore plus la fonte pour se concentrer vers l'usinage à ce moment-ci, la production en chaîne à ce moment, parce que la première installation de manufacture en chaîne va arriver vers 1940-50 environ. Qu'est-ce qui a fait la transition? On fait de la fonte, on fait des pièces, on fait même des pièces pour aider l'armée canadienne. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, on fait des poires? Il s'est passé quoi dans la tête des dirigeants, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a un peu abandonné la fonderie pour en arriver à fabriquer des poires? En fait, il faudrait faire des recherches plus approfondies de mon côté d'historien qui parle à ce moment-ci, parce que pour l'instant, je ne pourrais pas vous répondre parce qu'on ne s'est pas concentré sur le délaissement. Effectivement, ça. Ce qu'on peut émettre comme hypothèse, c'est peut-être notamment le changement justement, de mentalité des gens. Par exemple, avoir un poêle à bois, c'est pratique parce que ça chauffe, mais aussi ça cuit les aliments. En 1960, on a justement les chaudières centrales qui vont arriver, le chauffage électrique. Donc, on n'a plus besoin d'avoir un poêle qui va servir de chauffage, mais aussi à cuire les aliments, seulement à cuire les aliments. Donc, c'est pour ça que le chauffage va diminuer. Et donc, ça servait à deux... Exactement. Au départ, ça chauffait à deux, ça servait à deux choses. Puis, progressivement, ça va servir seulement à cuire
les aliments. Donc, c'est pour ça que progressivement, le poêle en fonte qui servait de chauffage va être délaissé pour celui électrique. Mais ça, c'est un petit peu sans recherche à ce moment-là. L'histoire intéressante parce que c'est vraiment une belle histoire. Bélanger, c'est un des fleurons. C'est parce qu'on a d'autres fleurons dans notre région. Mais dans ces années-là, je pense que c'était le fleuron. C'était le principal employeur. Tout à fait, exact. Ça faisait vivre, ça faisait marcher l'économie de Montmagny. Exactement. En fait, dès le début de l'usine, vers 1919-1920, c'est vraiment le principal employeur de la ville. Il y a plusieurs centaines de personnes qui vont travailler pour la fonderie. Il y a même jusqu'à 3 ou 4 générations d'une même famille qui vont travailler à l'usine. Donc, on voit que ça marque vraiment les gens ici. Et comme vous le mentionnez, c'est un des fleurons les plus importants qui va bien sûr diminuer, comme on le sait, avec l'histoire de la fermeture de l'usine au début des années 2000. Mais à l'époque qu'on parle, c'est vraiment une des entreprises les plus importantes de la ville de Montmagny, même de la Côte-du-Sud. Kim, il nous reste quelques secondes. On peut visiter quand et comment et combien ça coûte? Parfait. On peut visiter la Maison Tachée de juin jusqu'à la fin du mois d'août, 7 jours sur 7, de midi à 17h30. Le mois de septembre et octobre, les fins de semaine, de midi à 17h30, pour visiter l'exposition permanente de la maison qui traite de la vie de Sir Pascal Taché et visiter aussi l'exposition temporaire. Le coût est de 4 $. Si on veut seulement voir l'exposition sur la grande époque de A. Bélanger limitée, c'est 2 $. Si on a la carte loisir, c'est gratuit. Très intéressant, mais je vous invite fortement. Moi, je l'ai vu, je suis venu à l'inauguration et c'est quoi à voir. Et surtout, quand on est jeune et qu'on a mon âge, on a vu, quand on parlait de Bélanger à Montmagny, on parlait de ce fleuron, de cette fierté des gens de la place par rapport à Bélanger. Donc, merci beaucoup, Kim, de nous avoir reçus. C'est un plaisir, Michel. À la maison Sir Pascal Taché. Donc, c'était une invitation qu'on vous lance. L'adresse, c'est pour... Le 143 rue Saint-Jean-Baptiste. En fait, on mentionne le stationnement de la mairie. C'est plus facile de se retrouver par rapport à l'habitation. Voilà. Alors, ça complète. Je vous invite fortement à voir cette exposition qui se tient jusqu'au mois d'octobre, le 20 octobre, si ma mémoire est bonne. Exact, tout à fait. Ah, bon, enfin, je retrouve moi. Merci beaucoup, Kim Gingras. C'est un plaisir. Guide en chef ici à la maison Sir de Pascal Taché, mais aussi historien. Voilà, ça complète.